Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Mon ordi est revenu à la vie et c'est formidable, plus rapide que jamais, du moins pour l'instant. Donc aujourd'hui comme premier, ou peut-être pas en fait, je voulais faire un segment à la défense 2, mais je me rends compte que finalement ça ressemble beaucoup plus à un segment versus. Donc si on veut, ça peut être un amalgame des deux. Donc versus par rapport à Avatar, la série animée, on parle pas du film ou la série de films, même si on n'a pas encore vu le Avatar 2, et ça fait bientôt 10 ans. Ils prennent leur temps pour les sortir, ces suites. C'est peut-être tant mieux, hein, mais bon, peu importe. Donc, Avatar, le dernier maître de l'air, qui a eu droit aussi à une suite, Avatar, la légende de Korra. Pour faire simple, hein, quand on parle de la première série, je veux dire la légende de Aang, ou juste Aang. Et quand je vais parler de la deuxième, on va juste dire Korra. Donc, Avatar, c'est une série qui a reçu de bonnes critiques. On soulignait la qualité de son animation, la qualité de son scénario, et je rejoins ces critiques. C'est vraiment une très bonne série, de très bonne facture. Et petite anecdote, récemment, il y avait Mark Hamill dans une entrevue où on le discutait parce que hein, c'est le gars qui joue Luke, également qui double le Joker, et on le discutait par rapport à la série Avatar parce qu'il double le Fire Lord Ozai. Il disait lui-même être surpris que cette série-là réussisse à se conclure parce qu'il disait c'est juste trop bon. Hein? Une bonne série comme ça, c'est pas ce que les gens veulent, ils veulent quelque chose de stupide. C'est quand même assez drôle de le voir comme ça. Or, Legend of Korra, elle, un peu moins d'amour, alors qu'en réalité, pour moi, je préfère cette série-là. Vous allez voir, c'est plus complexe que ça, mais entre les deux, c'est probablement vers cette série-là que je vais avoir le plus envie de retourner vers. Donc, pour défendre ma cause, trois grands aspects. On va regarder le fonctionnement même des séries, parce que ça a quand même, je trouve, une grande importance. Les personnages principaux gentils et les vilains. Donc, allons-y avec le premier point, c'est-à-dire le fonctionnement des séries. Avatar Aang fonctionne sur le principe de 3 saisons, et c'est important d'avoir les 3 saisons. Une saison ne fonctionne pas en elle-même, les 3 saisons forment un tout, d'une certaine façon, et chaque saison compte 20 épisodes. Ça fait en sorte que le rythme est un peu plus lent, on en aura parfois un peu plus des épisodes relativement filler, et ça a du bien comme ça a du mauvais. Là. Un rythme plus lent permet de peut-être un peu mieux apprécier ses personnages, mais permet également peut-être de aussi potentiellement un peu plus s'emmerder. Tandis que dans The Legend of Korra, on a un fonctionnement par saison qui dure 10 épisodes, donc chaque saison fonctionne en elle-même. Forcément parce qu'on est à une époque où les studios ont plus les couilles de promettre 3 saisons. Hein. On veut fait une saison, on va voir après. Ok, une autre, on va voir après, et etc. Et je pense même qu'il fallait avoir peut-être une 5e saison et que finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc seulement 4 saisons de 10 épisodes, ça fait en sorte que le rythme est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus rythmé. On a moins de moments un peu plus doux. Des moments pour apprendre à apprécier nos personnages. Et ça a son impact sur la série. Je trouve que ça donne une force que Legend of Korra a, que Aang n'a pas. Parce que ça permet de vraiment avoir des saisons qui ont des formes de thèmes. Hein, la première saison, on se concentre sur l'évolution du monde qu'on connaissait, hein, on est 100 ans plus tard, à quel point la technologie change la donne et ça vient nourrir le récit d'une certaine façon. Dans les sélections successives, on se concentre un peu plus sur le monde spirituel, sur différentes facettes, et ça permet également d'avoir à chaque fois un méchant par saison, et on le verra, c'est un excellent point de son côté. Et en soi, je trouve qu'on voit vraiment un monde qui évolue, et également on voit nos personnages qui évoluent de façon un peu plus, je dirais, exaltante, alors que Avatar, c'est plus... C'est plus stable, c'est très agréable, mais plus stable. C'est un peu plus routinier. Le monde évolue très peu. Il y a des avancées technologiques, mais c'est pas au cœur du récit. Ça devient un peu plus monotone, je vous dirais, à travers ça. Et c'est ça pourquoi je trouve que Korra, avec son fonctionnement par saison, et que chaque saison permet de découvrir de nouvelles choses, ça permet vraiment un sens du renouveau un peu plus fort qu'il ne l'était dans la précédente série, même si l'univers en place est très intéressant. On en fait vite le tour d'une certaine façon. On peut passer maintenant à nos personnages principaux, même si ça sera toujours un peu en lien avec cet exemple-là. Legend of Korra, on va s'entendre, ok? Les 2 premières saisons, au niveau des personnages principaux, c'est assez dur. Korra prend beaucoup de temps, je trouve, à devenir agréable à regarder comme personnage. De la même façon, on a Bowling qui, au début, c'est tellement évident que c'est juste censé être Sokka version 2.0. Et ça marche plus ou moins pas. Pareil pour Moka. Non, j'ai perdu son nom purée de merde, mais le gars qui est avec eux, Moka, non, c'est pas ça. Ah! C'est ceux qui maîtrisent le feu. On le voit clairement que c'est censé être l'équivalent de Zuko, d'une certaine façon. Mais ces personnages-là ne fonctionnent tout simplement pas aussi bien que leur équivalent dans Avatar. Au début. Et c'est ça que je trouve quand même intéressant, c'est que oui,
il n'y aurait pas beaucoup de raisons pour moi, malgré une grosse, vous verrez, de revenir vraiment sur la saison 1 et particulièrement la saison 2 que je trouvais vraiment assez boboche. Mais dans la saison 3 et 4, les personnages sont enfin maîtrisés. Et c'est normal, forcément, t'as quand même les autres, ce sont les mêmes auteurs si je dis pas de bêtises. T'as un gros poids sur les épaules, là, t'as quand même une série super bien réussie. Et là, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau. Donc au début, forcément, ils sont prudents. Mais en 3e et 4e saison, je trouve vraiment que là, les personnages deviennent quand même vachement intéressants. Bowling et hilarant. Les personnages introduits de la saison 2, Varric et Julie, qui à chaque saison deviennent toujours de plus en plus intéressants, je trouve. Tenzin, le fils de Aang, qui était ô combien ennuyant dans la saison 1. Bon, pas complètement, mais je m'attendais à tellement plus. Et finalement, dans la saison 3, et je peux en parler de ce moment-là magique, hein? Surtout la saison 2, c'était vraiment un gros problème de comme j'ai un otage, je fais ce que je dis tout le temps. Dans la saison 3, à un certain moment donné, par le méchant Zahir, ils se font, lui et les autres personnes dans le temple de l'air, vont se faire prendre en otage. Il dit, hein, vous êtes mes otages. Et Tenzin dit, ben non, je ne laisserai pas ça se faire. Et lui dit qu'il répond, ben t'as pas vraiment le choix là-dedans. Et Tenzin, qui disait, en anglais parce que j'écoute en anglais, yes, I do, avant de se battre contre eux, même si le combat est probablement perdu d'avance. C'était jouissif de voir la troisième option, pas juste comme, ah oui, on peut se faire prendre en otage. Mais non, vous n'êtes pas des... Vous avez une maîtrise de l'air, une maîtrise d'éléments, agissez. C'était vraiment un moment grandiose. J'étais enfin content de voir Tenzin en action, enfin. Hein? Il faisait à peu près rien dans les 2 premières saisons. Enfin, là, on l'a présent. De la même façon, on a également le retour de certains personnages. Parfois, c'est pas très réussi. Katara, encore une fois, c'est Katara, je dis pas de bêtises. La blonde à Aang. Pas super dans Legend of Korra. Non, ça sert à peu près à rien. Zuko fait un retour, c'est un peu décevant. Hein? Il débarque sur un dos de dragon, tu t'imagines qu'il va être super badass? Non, il y a encore un peu la même personnalité, un peu... comment dire, il y a de la difficulté avec les relations sociales, ça c'est intéressant. Mais non, en termes de performance, c'est un peu dommage. Mais dans la 4e saison, on a Toph qui revient. Et oh, elle est tellement réussie, je trouve. Hein? On a une évolution assez belle du personnage, mais elle reste quand même assez proche de qui elle était. Je trouve vraiment que c'était jouissif de la voir à quel point elle était bien réussie. Waouh! Je me suis toujours d'une espèce de révélation pour le teaser de la saison 4 comme qu'on allait la redécouvrir. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et j'en frissonne en parlant. On a vraiment réussi à rendre ce personnage-là intéressant. Hein? On voit à quel point elle demeure la même, mais qu'elle a évolué. Elle est vraiment une grand-mère. Elle a une relation avec ses enfants, mais également ses petits-enfants. Et sa connexion plus globale avec la Terre est aussi très intéressante. Elle est devenue vraiment une forme de Yoda d'une certaine façon. Donc vraiment, ça c'est vraiment une réussite au niveau de ce personnage-là. Et de nombreux autres qui deviennent de plus en plus intéressants. Même Mako, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le nom de lui. Qui est un peu... Au début, il sert juste de love interest pour Korra. Puis éventuellement, va juste devenir un peu le Yamcha parce qu'il aura perdu ce rôle-là. Il a un questionnement par rapport à son identité. Et pas la façon la plus profonde au monde. Mais on vient traiter ça. On vient traiter le fait qu'il se questionne par rapport à sa pertinence au sein du monde, au sein du récit. Hein, c'est comme si tu avais Yamcha, mais que tu le travaillais un peu plus. Excusez-moi le bruit, j'essaie de pas mourir de chaud, donc les fenêtres sont ouvertes et forcément, hein, on entend bien les camions qui passent aux alentours. Mais bon, je disais ça, mais dans la dernière vidéo, je parlais d'un chat et beaucoup de gens n'entendaient pas le chat miauler, donc à voir si vous l'entendrez. Au pire, je couperai ce passage. Donc, si les personnages principaux dans la première série d'Avatar sont très agréables, sont très bons, Arrow est incroyable, il y a vraiment des... C'est très bien, mais je trouve que c'est encore une fois, c'est plus stable. Ça vient s'égaliser parce qu'on s'entend, dans Korra, ça commence très mal, mais voir ces personnages-là évoluer, soudainement devenir tellement intéressants, tellement riches, que selon moi, ça vient se stabiliser à un niveau d'égalité. C'est vraiment au niveau des vilains que je trouve que l'écart se creuse. On va commencer par justement Aang, les méchants dans sa série. Il n'y en a pas des tonnes véritablement marquants, je trouve. Les premières en ligne de tête, c'est bien évidemment le Firelord Ozai. Excusez, j'ai souvent des termes en anglais, mais j'écoute en anglais. Et Azula. Au niveau Azula, c'est vraiment un méchant qui fonctionne. Hein? Elle est manipulatrice, puissante, perfide, efficace. J'ai rien à redire. Mais avant de parler d'Ozai, par exemple, je vais parler d'autres méchants. Il n'y en a pas des tonnes. Ils sont pas super importants, ces méchants-là. Quand on parle de méchants en importance, il y a Showa, le méchant de la saison 1, mais je veux dire... À part comment il meurt, que je trouvais ça assez classe, hein, petit rappel, il est happé par l'esprit de la lune. Il s'en va pour mourir, quelque chose du genre. Là. Zuko lui tend la main pour l'aider, mais les deux ont des rivalités.
Son premier réflexe, c'est de tendre la main pour prendre celle de Zuko, mais se rendant compte que c'est Zuko, il la retire avec un léger dédain dégoût. Et il meurt. J'avais trouvé quand même ce moment-là assez intéressant. En plus que ça avait marqué profondément Zuko mentalement, comme quoi, hein, il est tellement considéré comme une merde que la mort est préférable qu'à être sauvé par sa main. C'est assez intéressant, mais à l'exception de ça, c'est vraiment méchant, assez lambda. Sa maîtrise du feu est pas extraordinaire. C'est pas forcément le plus fin stratège du monde. Très oubliable comme méchant. Dans la saison 2, on a Long Feng, du niveau de l'Empire de la Terre. Encore une fois, je trouve que c'est un peu mieux. Hein, il ressemble un peu à Tao Pai Pai aussi d'une certaine façon, très manipulateur. Mais comment il se fait avoir par Azula, c'était assez, je trouve, poche. Et puis, il n'y a pas vraiment une grande puissance en tant que tel. Il y a d'autres petits vilains ici assez marquants. Je pense notamment, c'est dans la saison 1, cet esprit qui va voler ton visage si jamais tu réagis en face de lui. Super intéressant quand je me rends compte, mais j'ai quand même oublié qu'il existait ce vilain-là parce que le récit s'articule pas autour de lui. Hein? C'est un à-côté très agréable, mais n'empêche que ce n'est qu'un à-côté. Et il y en a plein comme ça, notamment le Firebender qui est capable de exploser des choses avec un troisième œil puis qui peut faire exploser des choses. Il est quand même lui aussi assez oubliable malgré tout. Et maintenant, Ozai, le morceau principal. Ben, je suis désolé, mais Ozai est pas super intéressant, je trouve. Il est méchant. Pourquoi est-ce qu'il est méchant? Autant que je sache, on n'explique pas vraiment. Il y a un frère, Iroh. Je pense qu'ils n'ont aucune scène ensemble. Aucune interaction quelconque. Ça c'est pas dans ça le gâcher. Fait que Ozai est juste méchant, on sait vraiment pas trop pourquoi. Alors que son grand-père, celui qui a démarré la conquête de la Nation du Feu, là on a le droit des flashbacks, on le sait, il y a des nuances de gris ici et là. Lui, rien. Il est juste méchant. You have the power to end it here and stop what you're doing. You are right. I do have the power. I have all the power in the world. C'est super cliché, peut-être un peu efficace, mais vraiment cliché. Et c'est même pas tant efficace que ça, parce que c'est l'ultime méchant, on s'imaginerait que sa maîtrise du feu est démentielle. Ben, pas vraiment en fait, hein, parce que son plan final, il a besoin justement qu'une météorite vienne booster temporairement ses capacités. Donc on s'imagine que sans la météorite, Aang l'aurait probablement vaincu. Peut-être même assez facilement. Bon, peut-être pas facilement, mais il l'aurait probablement vaincu sans avoir utilisé le mode de l'avatar. Donc, c'est pas exaltant. Si on fait un parallèle, justement, et on vire de côté, vers Korra, Kuvira, méchant de la saison 4, c'est un peu un effet miroir à Ozai, parce qu'elle aussi, c'est une nation, celle de la Terre, qui devient conquérante. Kuvira, par contre, est une menace parce que ses capacités à elle, sans un boost de météore temporaire, sont complètement pétées, et en plus, elle va essayer d'utiliser du mieux qu'elle peut l'alliance entre la technologie et le monde spirituel pour former des armes. Donc, c'est vraiment elle la menace. C'est une version améliorée d'Ozai, selon moi. En plus, il y a des nuances de gris, il y a des explications à quant à pourquoi elle fait ses actes. Je trouve ça vraiment... il y a plus matière à réflexion. Et c'est même pas la meilleure méchante de Legend of Korra. On a Zahir, qui est quand même assez intéressant, hein? Un anarchiste avec sa bande. Ils sont juste contre les formes de contrôle. L'Avatar est la forme de contrôle suprême, c'est pourquoi ils veulent l'éliminer. En plus, ben, des fois, il y a quand même des répliques sympathiques entre eux, des répliques avec nos héros. Ils sont pas 100% méchants. Ils ont une forme de plaisir à travers leur écriture, en plus d'avoir des capacités assez intéressantes et innovatrices. Hein? Zahir, c'est le premier maître de l'air capable de voler, littéralement. On a quelqu'un capable de manier la lave, et etc. Il y a vraiment plus de matière à être émerveillé, mais également à réflexion. Méchant de la saison 2, je pense que c'est Analak, si je dis pas de bêtises, avec Vaatu. C'est pas super intéressant. Parce que Vaatu, c'est ce que je dis comme du monde, c'est littéralement le mal. C'est vraiment à la fin, c'est le combat du bien contre le mal. C'est Ozai, mais encore plus poussé. Donc encore une fois, c'est assez machinéen, il n'y a pas grande réflexion à avoir, je trouve. C'est pourquoi je trouve que la saison 2, c'est probablement une des pires, même s'il y a quand même des moments sympathiques à travers elle, bien évidemment. C'est vraiment saison 1. Hein, première saison qu'on a le meilleur méchant. What are you? I am the solution. Amon. Je veux dire son nom, puis je frissonne. Parce qu'il y a tellement de bonnes réunions d'éléments à travers ça. Amon, on s'inspire clairement du cliché du tueur serial killer des films des années 70-80, hein, Michael Myers, Freddy. Hein, il est masqué, semble indestructible, bah du moins. Il se prend jamais d'attaque, mais il est capable de tout esquiver, toujours battre les autres, sans même, on le sait pas au début, sans même utiliser une forme de bending. Puis éventuellement, on va apprendre qu'il a une maîtrise d'éléments et il est même capable de manier le sang, ben, comme son frère, mais lui à un niveau entraîné.
Donc, quand on y repense, c'est le méchant le plus puissant de tout le lot. Il aurait pu vaincre n'importe qui. C'est seulement par une forme de coup de chance que l'Avatar n'arrive pas à le vaincre. Et en plus, son but est assez louable en fait, hein, parce que lui, ce qu'il veut, c'est rendre le monde égal, parce qu'on vit dans un monde où non seulement il y a des égalités à la naissance à travers le fait que, tu sais, quelqu'un peut naître plus fort, plus grand ou plus intelligent que l'autre, mais en plus, tu peux naître avec des capacités de maîtrise d'éléments que d'autres n'ont pas. Donc son but, c'est de faire en sorte que plus personne n'ait ces capacités de maîtrise d'éléments-là, et ainsi, une forme de justice, d'équité pourrait régner au sein du monde, donc c'est bien. Dans le sens où tu pourrais dire, ah oui, c'est mal, et forcément, oui, les éléments où tu es un peu plus méchant, mais il tue pas les gens habituellement. Il fait juste les priver d'une capacité que d'autres, naturellement, n'ont pas. C'est louable, il y a quelque chose. En plus, on apprend via des flashbacks ce pourquoi il fait ça. Donc, les nuances de gris, en veux-tu, en voilà. En plus, je trouve que son doubleur, je pense que c'est Steven Bloom, je sais pas, mais son doubleur en anglais, il fait sacrement le café. Hein, c'est un méchant qui est intimidant, comme je disais, c'est lequel des années 70-80, mais qui a quand même ses nuances de gris, une cause louable, des compétences complètement pétées, et en plus, sa fin est quand même, je trouve, assez touchante. Donc, c'est vraiment un méchant, je trouve, qui fonctionne tellement bien. C'est la raison pour laquelle je trouvais que la saison 1 quand même passait bien, parce que Amon était ô combien intéressant, ô combien menaçant. Et voilà, les méchants dans Legend of Korra sont tellement plus intéressants que ceux de Legend of Aang, je trouve. Et c'est ça pourquoi j'ai vraiment plus envie de revenir vers ça, parce que Ozai, il est méchant, c'est pas super exaltant à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi, et encore une fois, je dois peut-être juste rappeler, j'adore les deux séries, mais je trouve que Legend of Korra, selon moi, a plus de force, plus d'éléments qui permettraient d'y revenir. Ça peut être paradoxal, parce que comme je vous l'ai dit, je me taperai jamais entièrement, je pense, la saison 1 et 2, mais c'est plus vers cette série-là que j'aurais envie de regarder peut-être tel ou tel épisode, et peut-être même plus cette série-là que je conseillerais à des gens, leur disant que les 2 premières saisons en valent le coup, considérant la réussite totale, selon moi, que la saison 3 et 4. Et en plus, saison 1, t'as Amon qui est absolument incroyable comme méchant et qui, je pense, réussira à faire passer le temps assez bien. Donc, c'était mon avis. Longue vidéo, je vais essayer de la décortiquer encore une fois dans la timeline au niveau des temps. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Si oui, pour l'un, pourquoi? Et si pareillement pour l'autre? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Encore une fois, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et je suis très content de faire une vraie vidéo avec des illustrations vidéo dedans. Donc, pour la prochaine vidéo, je pense que ça va être le pitch de vente partie 2 sur le tournoi du pouvoir. Je verrai, mais peut-être pas parce que ces vidéos-là me demandent un peu plus de temps et un peu plus de pratique. Et c'est pour cette semaine et la prochaine, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, à voir. Peut-être qu'on va juste sauter la semaine prochaine. Peut-être, malheureusement. Et bientôt, on aura également une vidéo pour le 20 août pour le prochain chapitre de Dragon Ball Super. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine, critique exigeante. Yes. I will never let you get to Korra. Unfortunately, you don't have a choice. Yes, I do.